Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez tous et bien. On n'a Heu, pas de retour. ouais, après les micros sont coupés, mais normalement c'est bon. Donc on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc on a, super, on a un retour, on nous entend bien. Parfait. On Oui. va pouvoir démarrer le webinaire. Donc le thème du jour, c'est comment bien préparer un retour à l'emploi après un cancer. Donc aujourd'hui, on va se présenter quand même un petit peu. Hop, qu'on s'y mette. Vous voyez ce qui est projeté ou pas? Deuxième question. Super. Oui. Du coup, je suis Florian Clerton, je suis infirmier en santé au travail depuis janvier 2020 et je travaille conjointement avec le docteur Réau, qui est médecin du travail sur le site de Vierzon. On travaille, principalement sur la fonction publique. Ouais, voilà. Bon, alors, je suis François Réau, je suis médecin du travail depuis, plus de 10 ans et je suis médecin installé, en 90 comme, médecin généraliste, et maintenant médecin du travail à temps plein. Je travaille donc avec, monsieur Clerton, infirmier. Voilà, bah, je te laisse présenter peut-être la PST. Ouais. Hop. Donc au niveau de la PST 18, donc on est le service de santé au travail du Cher. On rayonne sur l'intégralité du département. Donc on a des sites, un petit peu partout. Donc on a Aubigny, Saint-Satur, Vierzon, Mehun, Bourges, La Chapelle-Saint-Ursin, Baugy et Saint-Amand. Nos équipes rayonnent, du coup, dans l'intégralité du département. Donc vous êtes peut-être suivis par des médecins qui sont situés sur Bourges, mais qui rayonnent, un petit peu partout et pareil pour les équipes, paramédicales. Nos missions, c'est des actions de promotion de la santé avec tout un volet sur la santé publique, la surveillance de l'état de santé sur la base du diagnostic santé-travail, hein, donc c'est ce qui se fait, bah, via les visites de santé au travail réglementaires. Les actions de traçabilité et de veille sanitaire, que ce soit pour nous ou que ce soit pour, vous, en tant qu'employeur. Des actions de santé-travail en entreprise, donc c'est ce que nous, on va appeler les actions, bah, en milieu de travail. Avec les différents intervenants qu'on a à disposition. Donc nos intervenants en prévention risque pro, nos ergonomes, les toxicologues, les infirmiers, les médecins, l'intégralité des équipes peuvent intervenir directement, en action en milieu de travail. On a aussi un rôle de conseil et d'accompagnement des employeurs, des salariés et de leurs représentants. Donc ça va être des participations, par exemple, à certaines instances comme les CSSCT, ou lorsqu'on est invité, dans différents, comités pour faire le point, sur le fonctionnement de votre entreprise. Au 31 décembre, 22, l'effectif suivi non intérimaire était d'un peu plus de 60 000 salariés, pour un nombre d'entreprises supérieur à 6 000 sur le département. Au niveau de la constitution de notre service, donc les équipes pluridisciplinaires sont composées d'IPRP, donc ce qu'on appelle les intervenants en prévention du risque professionnel. On a les médecins du travail, les infirmiers du travail ainsi que les assistants médicaux. Donc ça, c'est ce qui forme l'équipe pluridisciplinaire et autour de l'équipe pluridisciplinaire, on a notre pôle orientation et innovation, on a nos chargés de projet, et on est accompagné de psychologues, de conseillers en nutrition, d'assistantes sociales, de toxicologues, d'ergonomes et d'un économiste de la santé. On a une vraie pluridisciplinarité qui se fait au sein de notre fonctionnement, où on peut vraiment faire des passerelles entre les différents professionnels. On n'a pas de pénurie médicale, on est assez bien doté, d'un point de vue médical. On est un service, innovant avec, dont l'innovation fait vraiment partie. On se fait piloter par la donnée. Donc tout ce que les professionnels saisissent, tout ce que les employeurs saisissent, dans les espaces qui sont conçus, donc les espaces Padoa, hein, qui sont le portail employeur. Tout ce qui est dit, tout ce qui est coché lors des questionnaires de prévisite ou lors de l'entretien par les médecins ou infirmiers, nous permettent après de piloter et de vous accompagner au mieux, dans
dans les actions milieu de travail qu'on est amené à réaliser. Cette transition numérique, on l'a fait dès 2017 avec, donc Padoa qui est notre plateforme, et qui est donc, comme on l'a noté, une plateforme collaborative entre tous les acteurs, que ce soit les employeurs, les salariés et les professionnels de santé. On va pouvoir passer au sujet. Donc au niveau introduction, on voulait vous présenter quelques chiffres. On a à peu près 400 000 diagnostiqués par an. Donc 400 000, diagnostiqués, c'est 400 000 personnes, qui découvrent qu'elles ont un cancer. Environ 4 millions vivent avec ou après un cancer. On a 1 200 personnes qui l'apprennent chaque jour. Ça représente donc dans les 1 200, pardon, il y a un tiers qui sont des actifs, donc 400 qui sont sur poste, et sur une année, ça représente 160 000 personnes au travail. On a 15 des actifs qui sont des malades chroniques. Donc maladie chronique, ça va être, enfin assez vaste. On va avoir de l'hypertension, d'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, Rénal, diabète diabète. et voilà, Voilà, maladie donc cardiaque. c'est assez varié, mais on a voilà une proportion d'actifs, qui présentent, des pathologies chroniques. Depuis, 30 ans environ, le nombre de diagnostics du cancer, a été doublé, hein. Donc ça, c'est dû à 2 choses, 1°, le vieillissement de la Mmh. population et puis deuxièmement, l'amélioration des outils diagnostiques et préventifs, hein. Donc, prévention des cancers du sein et du col chez les femmes, cancer du côlon pour toute la population. Et bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'améliorations à avoir de ce côté-là, puisque en prévention, nous sommes qu'à 50 de gens qui se dépistent, par exemple, pour les cancers du sein, hein, un peu plus de 50. Donc, il y a encore beaucoup de femmes à motiver pour faire des mammos. Le cancer du col, est en train de progresser parce que le dépistage est en train de diminuer, hein, donc il y a moins de femmes qui font des frottis et le cancer du côlon, le dépistage qui est gratuit avec les hémocultes, qu'on devrait tous faire après 50 ans, on est à seulement, 35 ou Ouais. 36 de la population, donc il y a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Ce qui nous semble intéressant aujourd'hui sur ce sujet, c'est qu'on assiste à un allongement du temps de travail avec la réforme des retraites. Donc pour mieux anticiper les problématiques de santé publique, par du fait que le nombre d'actifs atteints de maladies chroniques ou de cancer, vont augmenter, sur le temps de travail. Il y a eu un décloisonnement, santé-travail, santé publique, par la loi du 2 août 2021, où les services de prévention de santé au travail comme nous, vont être amenés à mener de plus en plus d'actions de santé publique. On a 20 des personnes de 18 à 54 ans en emploi au moment du diagnostic du cancer qui ne le sont plus 5 ans après. Donc on a vraiment, une désinsertion professionnelle, pour, 1 personne sur 5. Donc c'est aussi pour ça que le sujet reste intéressant pour nous, puisque nous devons de vous maintenir en emploi dans les meilleures conditions possibles et de sécuriser vos parcours professionnels. Là, il faudrait surtout améliorer ce chiffre, Ouais. le diminuer, d'où le plan 2021-2031, de maintien en emploi des gens atteints de Mmh. pathologies chroniques et cancéreuses notamment. Alors au niveau de la définition, donc on vous a repris la définition de l'OMS. Donc le cancer est une maladie qui est caractérisée par la prolifération incontrôlée de cellules. Donc une cellule, elle a différents stades, hein, donc elles vont se dédoubler pour continuer à survivre. Heu et cette prolifération incontrôlée de cellules va occasionner un changement, enfin qui va échapper au mécanisme de régulation qui assure le développement harmonieux de notre organisme. Notre organisme est en mesure de lutter pour détruire théoriquement les cellules qui sont anormales et là, du coup, la cellule cancéreuse ou en tout cas la cellule anormale va continuer de proliférer et elle va échapper à ces mécanismes de régulation. Au niveau du schéma, donc on vous a repris les différents stades, hein, du coup, de la formation d'une cellule cancéreuse, enfin, ou en tout cas du développement jusqu'aux métastases. Donc on a une lésion majeure au niveau de l'ADN de la cellule, donc c'est cette modification qui va apporter sa caractéristique anormale à la cellule. La cellule, elle va se dédoubler, elle va se transformer
Va y avoir ce développement de la cellule, puis une prolifération en formant un groupe de cellules transformées identiques puisqu'elles se dédoublent en permanence et du coup, cette anomalie va continuer la prolifération va continuer avec cette anomalie présente. Donc la cellule va acquérir des caractéristiques d'une cellule cancéreuse et elle va continuer de se multiplier de façon anarchique en perdant son caractère différencié et l'évolution va se faire localement. Donc là, en général, c'est ce quand on a des cancers localisés. Mais la métastase, elle peut se créer à partir du système lymphatique ou au niveau du sang. Donc une cellule anormale va passer à travers ces différents systèmes et elle va créer la métastase qui va se localiser sur un organe, voisin. Au niveau des conséquences du cancer, on vous a différencié donc les trois conséquences, donc physique, psychologique et sociale. Donc au niveau physique, on a vraiment des troubles musculo-squelettiques, hein, qui peuvent être liés, soit à la maladie, soit directement au traitement, avec des modifications corporelles, hein, pour certains cancers puisque, on va être amené, pardon, parfois à avoir des interventions ou, ne serait-ce qu'un amaigrissement, une fonte musculaire. Donc toutes ces modifications corporelles vont avoir une diminution des capacités musculaires, donc sensorielles ou psychiques. Ça peut avoir des retentissements, hein, sur le poste, puisque, en fonction des postes, il va forcément y avoir peut-être de la manutention manuelle ou, une nécessité de déplacement ou en tout cas, d'avoir, une constitution physique, suffisante pour poursuivre ses missions. Oui, des séquelles, par exemple pour les cancers du sein chez les femmes qui ont eu un Mmh. curage, ganglionnaire au niveau axillaire, et vont certainement par la suite avoir des problématiques de gestes, des membres supérieurs, d'élévation ou de port de charge. Donc, il faudra veiller, à ce que leur poste soit adapté, surtout si c'est du côté dominant. Si elle est droitière, que c'est le côté gauche, ça sera moins gênant, mais si elle est droitière, ça sera beaucoup plus gênant, Mmh. donc il faudra veiller à ça, quoi. D'où la nécessité ou en tout cas la possibilité de reclassement professionnel. Donc ça, en général, ça se fait avec le partenariat de l'employeur, nos services et le suivi de santé du salarié en question. On a une fatigue résiduelle à 5 ans après le diagnostic, 49 d'actifs en souffrent. Heu, Non, même voire plus, hein, selon les chiffres, c'est ouais. 49 à 70 de fatigue et de séquelles douloureuses aussi. Au niveau psychologique, on a une diminution de l'estime de soi, hein, forcément, l'annonce de la maladie, vient un petit peu, chambouler, les perceptions de chacun. Donc on a toute cette partie de diminution de l'estime de soi, le regard des autres, des collègues, de l'environnement. Forcément, ça va générer du stress, hein, puisque, ça va avoir un impact sur le plan perso, sur le plan pro, au niveau social. Donc toutes ces conséquences, vont avoir, des conséquences psychologiques, du coup. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des chiffres qui montrent que, il y a 12 des salariés atteints de cancer qui ont observé une sensation de rejet, de la part de leurs Mmh. collègues. Rejet parce que, les collègues les jugeaient, moins efficients, moins compétents, en disant: «Le La charge de travail va se reporter sur nous». Mmh. Donc, ce qui est énorme, 10 12. Au niveau des conséquences sociales et relationnelles, du coup, forcément, il y a une perte de la qualité du sommeil, hein, qui découle du stress. Des conséquences sur le cercle personnel et sur la vie familiale. Alors nous, en tant que professionnels de santé, on essaye toujours de prendre le salarié dans sa globalité. On fait le point sur son état de santé en lien avec les risques et les expositions professionnelles, mais on a tout un volet social à prendre en considération, dans son suivi. Heu dont, cette annonce, peut modifier, grandement, le cercle personnel et la vie familiale. Le questionnement sur la perception par l'extérieur, comment je vais annoncer, ma pathologie, comment ça va être pris, quel regard les autres vont porter, sur moi, un sentiment de pitié, un sentiment de rejet, un sentiment d'inutilité. Tout ça, ça peut avoir des conséquences sur la perception.
Des questionnements sur l'avenir, sur ses capacités résiduelles par la suite. Est-ce que le diagnostic est bon? Est-ce que le diagnostic est moins bon? Est-ce que professionnellement, mon travail, je vais pouvoir le continuer? Est-ce que sur le plan personnel, je vais pouvoir, continuer à, maintenir, ma vie associative, personnelle, sportive, et cetera? Et donc, par conséquent, la diminution des activités extra-professionnelles, hein, donc bah, qui peut être liée, effectivement, à toutes ces À la conséquences, fatigue, psychologiques, à la fatigue, aux douleurs, et cetera. là, j'attirerais l'attention sur le fait de bien faire la différence entre la notion de guérison et de rétablissement, hein. Donc guérison, ça va être plutôt être, à mon avis, un terme, qui est médical. Guérison par rapport, à l'évolution du cancer, des cellules, et cetera. Et le rétablissement, c'est beaucoup plus global, hein. C'est un rétablissement dans le sens, personnel, social, Mmh. professionnel. Et d'où l'intérêt donc, d'essayer de maintenir en emploi les gens, hein. Et on sait que l'importance du lien social, de l'épanouissement au travail, du bien-être, il y a des études qui montrent que les gens qui sont atteints d'un cancer, quand ils réintègrent leur travail, ont une meilleure chance de guérison, hein. Donc le bien-être, le rétablissement, va contribuer à la guérison médicale. Au niveau du rôle de la santé au travail, donc ça, c'est vraiment notre partie à nous. Donc on a tout un volet de prévention, donc qui se fait par l'éducation à la santé lors des visites, donc les visites réglementaires, donc que ce soit des visites, initiales, périodiques et cetera. On se penchera toujours sur le volet, de la santé du salarié. Notamment en réalisant des dépistages en lien avec le travail. Donc nous, notre but, c'est de surveiller les risques et les expositions professionnelles d'un salarié, en lien avec son poste, et de surveiller son état de santé, justement, en lien avec ses risques et ses expositions professionnelles. Dans le volet de la prévention, on a aussi la mise en place de la cellule PDP. Donc la PDP, c'est la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, qui est très axé, enfin, dont la mission est le maintien en emploi. Donc, on a des plans d'action qui sont à réaliser en fonction de l'état de santé du salarié, en fonction, des éléments médicaux dont il va nous faire part, en fonction des différents partenaires vers lesquels on va pouvoir les orienter, des partenaires, qu'on va solliciter. Et donc toute cette cellule va être mobilisée pour, maintenir le salarié dans les meilleures conditions possibles et toujours en emploi. Et on a toujours les actions en milieu de travail où là, du coup, comme je vous l'avais mentionné au début du webinaire, les différents intervenants, que ce soit les IPRP, donc intervenants en prévention risque pro, les ergonomes, les infirmiers, les médecins, peuvent se rendre directement sur le lieu de travail pour étudier le poste, voir quel dispositif on peut mettre en place, un aménagement de temps, un aménagement matériel, enfin, voir ce qu'il est possible de faire toujours dans le maintien en emploi. Maintien d'emploi, donc pour, favoriser aussi le capital, Mmh, expérience, expertise, compétences des salariés. Chez les salariés atteints d'un cancer, sont en général des gens qui sont dans la tranche d'âge, au moins 50 ans, hein, mmh. 45-50, voire plus. Donc c'est des gens qui ont acquis, des compétences, une expertise dans leur entreprise. Et expertise, qui est indispensable au Mmh. bon fonctionnement. C'est-à-dire que si ces gens-là ne travaillent plus, l'employeur va être obligé de recruter quelqu'un d'autre qui sera éventuellement plus jeune et moins compétent, Ou moins formés, moins avec moins formé, de ouais. connaissances dans Voilà. l'entreprise, donc ça va vraiment avoir des conséquences sur l'organisation ou sur la réorganisation professionnelle. Les plans d'action personnalisés, donc là, on vous a repris un petit peu les différents types de visites et la spécificité de la visite. Donc au niveau de la on a la visite à la demande de l'employeur, donc si à un moment donné, un employeur a une difficulté ou qui va recenser un besoin, ou se questionner sur l'état de santé du salarié en lien avec, ses missions, il peut très bien solliciter le centre santé au travail, en informant son salarié de pourquoi il demande, la visite et la visite va se faire avec le médecin directement. On a les visites de pré-reprise, qui nous permettent d'anticiper des problématiques liées au retour à l'emploi. Donc souvent, le salarié est en arrêt, enfin le salarié est en arrêt. C'est une visite qui se demande
suffisamment de temps en amont, de manière à pouvoir préparer la reprise dans les meilleures conditions. Ça nous permet d'anticiper, comme on l'a noté, des problématiques, qui pourraient freiner le retour sur le poste. Donc on va définir les capacités résiduelles du salarié par rapport à son poste de travail et voir quel aménagement faire. Alors ça peut être au départ un retour à temps partiel thérapeutique, qui est pas forcément toujours à mi-temps d'ailleurs. Puis après ça peut être des aménagements de poste, enfin voilà. Ensuite, on a la visite de reprise, donc comme, le docteur Réau vous l'a mentionné, donc on a les aménagements du poste de travail. On va réfléchir vraiment en tripartie avec le salarié, l'employeur et le service, toujours sur les capacités résiduelles. Est-ce que la pré-reprise avec les éléments qu'on a apportés permet toujours le maintien dans l'emploi? Est-ce qu'il faut affiner les adaptations du poste de travail? Est-ce que tout roule? Est-ce que voilà, ça nous permet vraiment d'affiner le retour, sur le poste. La visite périodique, qui va être faite, par le médecin ou par l'infirmier va permettre de vérifier la compatibilité des aménagements. Donc en général, on fait le point sur l'état de santé, mais ça nous permet aussi de faire le point sur les adaptations qui ont été posées par le médecin du travail. Est-ce que l'évolution de l'état de santé est plutôt favorable? Et donc dans ce cas-là, les adaptations du poste peuvent, être modifiées ou est-ce qu'elles nécessitent d'être maintenues? Est-ce que l'état de santé s'est dégradé et donc dans ce cas-là, est-ce que les adaptations ont besoin d'être revues par le médecin? Toujours dans le cadre du maintien en emploi, donc ces visites périodiques, elles servent à ça. Ensuite, on a la possibilité de faire des orientations vers la médecine générale ou vers les spécialistes de ville, en fonction des éléments qu'on va avoir, des comptes rendus médicaux ou des éléments, ou du discours du salarié. On va pouvoir nous, réaliser des courriers ou des orientations vers différents professionnels, de ville. Et vraiment, en dernier lieu, si vraiment il n'y a pas de possibilité de maintien sur le poste, on a l'inaptitude qui va être prononcée par le médecin, toujours sur présentation évidemment d'éléments médicaux, hein, qui ne permettent pas le maintien en emploi. Donc pour toi? Ouais. Au niveau des partenaires et des orientations qu'on est amené à réaliser, on peut être amené à solliciter donc Cap Emploi, la CARSAT, la Ligue contre le cancer, Oncoberry ou la GEFIP. Bah, la GFIP, c'est pour c'est l'organisme qui permet de financer des aménagements de Mmh. poste de façon à soulager le coût pour Mmh. l'employeur. Comme on vous l'a mentionné, du coup, tout suite au décloisonnement, santé-travail, santé publique, la PST s'engage, dans des actions de santé publique. Donc on a tout un projet qui s'appelle Capital Santé, qui se développe au travers de 4 prismes différents. Donc on a tout ce qui va être sommeil, gestion du stress, nutrition et sport et travail. C'est au travers de ces 4 prismes qu'on va être en mesure également de préserver le capital santé du salarié. Il était important pour nous de développer ces 4 éléments puisqu'on sait que, l'apparition de maladies chroniques et de cancers va être de plus en plus courant par l'allongement du temps de travail. Il est important pour nous de s'engager en tant que professionnels de santé dans dans une démarche pour favoriser le bien vieillir du salarié. On a même, un prisme qu'on n'a pas noté qui est le prisme psychologique. On peut, éventuellement, Oui, apporter un soutien oui, psychologique aux salariés, face au mmh, retour, à l'emploi, quoi. S'il y a un doute, il y a problématique, ouais. une interrogation. Pour le salarié, le cancer, c'est souvent synonyme d'isolement, hein, comme on l'a verbalisé, il y a vraiment un repli sur soi potentiel par la perception du regard des autres, par l'inquiétude sur ses capacités à venir, d'un point de vue professionnel ou personnel, Personnel, ouais. et on a vraiment il peut y avoir cette rupture dans le parcours professionnel, notamment par, la réalisation des examens ou, par toute la phase de soins qui va être apportée, donc ça va engager forcément de l'absentéisme, et on va
le salarié peut ressentir une sensation de rupture dans son parcours professionnel. Pour l'entreprise, le cancer, c'est souvent synonyme de difficulté dans la maîtrise des risques, de crispation dans les relations et d'un coup aggravé de l'absentéisme, hein, on l'a dit. Le fait de désinsérer professionnellement un salarié, qui est atteint d'un cancer, ça va modifier les organisations professionnelles, il va y avoir une perte de la qualité du professionnel, de formation, d'habitude. Donc tout ça, ça va engendrer un coût qui est lié à l'organisation, donc c'est à prendre en considération. Le plan cancer stratégie 2021-2031 justement, enfin, c'est vraiment un plan de maintien dans l'emploi des personnes malades. Ça reste une des priorités de ce plan. Heu, C'est une volonté, gouvernementale ouais. du président de la République, hein. En Europe, le coût du cancer est estimé à 126 milliards € et en France, c'est rapporté à un coût de 97 € par citoyen. 60 du poids économique concerne les dépenses hors santé, donc les journées de travail perdues en raison des congés maladie ou des incapacités de travail. Donc on parlait de l'organisation de travail, bah, du coup, c'est ce poids-là, en fait, c'est ce poids économique. Alors on n'a pas noté dans le webinaire, mais les entreprises, s'intéressent de plus en plus au retour en emploi et par exemple, il y a l'association, nationale des directeurs des ressources humaines, hein, ont créé un groupe de travail, avec le club entreprise, hein. Vous pouvez trouver ça sur le net, ça s'appelle Cancer et emploi. Donc justement, ce sont des conseils préconisés aux entrepreneurs pour améliorer le retour en emploi des gens atteints de cancer, hein. Donc il y a plusieurs plans. Euh, Vous avez aussi Cancer Aide Info Réseau Entrepreneur, hein. Donc ça, je pourrais vous mettre des liens. Et puis vous avez aussi sur le web toujours le Nouvel Institut, hein. Donc c'est une association d'entreprises, hein, qui cherche en discutant les uns avec les autres, à améliorer les conditions de retour en emploi des gens atteints de cancer. En conclusion, le maintien en emploi des personnes ayant un cancer, c'est principalement pour l'entreprise un maintien des compétences au sein de l'entreprise, la diminution des coûts de l'entreprise grâce aux diminutions des besoins RH, hein, comme on l'a dit, que ce soit en termes de recrutement, en termes de formation. Ça permet aussi de favoriser et poursuivre la transmission de compétences, puisque même si une personne, a besoin d'un certain temps pour réaliser ses soins ou, des examens médicaux, ça va permettre qu'il y ait quand même cette transmission. Même s'il est maintenu, on va dire, à temps partiel, ça permet qu'il y ait quand même ce maintien de compétences. La diminution du temps passé à la formation et au recrutement, comme on l'a mis d'un nouveau salarié, c'est toujours un maintien de la productivité. Donc pour un employeur, ça a vraiment un impact économique de maintenir dans les meilleures conditions possibles ses salariés, mais aussi les personnes du coup qui sont porteuses de maladies chroniques ou d'un cancer. Et puis, ouais, je dirais que pour en revenir slide d'avant, mince, à titre personnel aussi, vous avez vu qu'il y a la loi, c'est Lemoine, je crois, de mémoire, qui doit dater de février 22. Et en fait, ça s'intitule le droit à l'oubli, hein. C'est-à-dire que maintenant, les gens atteints de cancer peuvent prétendre à des emprunts. Avant, les banques refusaient les emprunts, peuvent prétendre à des emprunts s'ils ont eu un cancer plus de 5 ans avant. Alors, il y a quelques conditions à remplir, mais même avec des traitements, par exemple, je pense aux femmes atteintes de cancer du sein qui sont sous hormonothérapie, l'hormonothérapie ne compte pas. C'est-à-dire qu'on estime que ces femmes-là peuvent quand même emprunter à hauteur de 200 000 euros, je crois. Enfin voilà. Donc tout est fait pour, hein, quand même pour que les gens mènent une vie normale, personnelle et professionnelle. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je pense que notre, collègue qui gère, toutes les entrées, vous a laissé, un petit lien, dans la partie conversation. Si vous souhaitez laisser votre avis, vous pouvez, remplir un document Google Form.
Pour ce qui est du support, voilà, le support sera transmis. Voilà, super, merci Nina. Est-ce que vous avez des questions que j'aurais pas vues, que nous n'aurions pas vues? Existe-t-il des ressources partageables auprès des collègues des salariés de retour en entreprise après un cancer? Heu, Source partageable. je comprends pas je comprends pas votre question. Oui, bonjour, c'est Madame Gérard. En fait, c'est Oui. pour savoir Bonjour. s'il peut y avoir des livrets de sensibilisation auprès des collègues, en fait, des salariés qui reviennent, pour leur OK. dire comment se sent la personne, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, comment se comporter, ou peut-être eux ont des questions en tant que collègues, et donc pour les sensibiliser. Et ben, justement, ce dont je parlais, la charte cancer et emploi, vous avez des petites vidéos sur le site. Oui. Il y a 5, je crois de mémoire, 5 5, ou il me 5 semble qu'il y en a cas, 5. hein, sont des salariés qui ont eu un cancer et qui expliquent, leur retour en emploi. D'accord, Après merci. après des brochures, en préparant le webinaire, j'en ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu non plus. Mais ça, on pourra vous mettre en lien, par exemple, charte et Ouais. cancer emploi, voilà, ça on retrouve, hein, ça. Ok, merci. Après, je ne sais pas si on peut parler de chiffres. Les cancers dans la population, en gros, c'est 57% des hommes sont touchés par les cancers et donc 43% par les femmes. Les cancers les plus fréquents chez l'homme, c'est la prostate, poumon et ensuite cancer du Colorectal. côlon. Et chez la femme, c'est le sein, bien sûr. Et ensuite, cancer colorectal et poumon. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire. Ah oui, et puis c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a des cancers qui sont de cause professionnelle. Hein, donc, on estime qu'il y a environ 10-11% des cancers qui ont une cause professionnelle, donc l'amiante, hein, qui étant le plus connu, mais il y a plein d'autres produits, tous les CMR. Mais les statistiques sont assez difficiles à établir parce que il y a souvent un lien fort avec aussi des habitudes de vie personnelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui est exposé à l'amiante, certes, il peut développer un cancer du poumon ou de la plèvre, mais s'il est fumeur, quelle va être la part de l'amiante ou du tabac? Vous voyez, donc c'est très difficile. Les statistiques sont difficiles à établir. Alors, on essaie d'affiner ça le plus souvent possible. Mais il faut compter environ 10%. On a eu Voilà. 2 questions en plus. On a: «Bonjour, y a-t-il des aides psychologiques, lignes téléphoniques par exemple, pour des collègues en activité qui ont un cancer et qui veulent rester en activité en dépit des chimios?» Je crois pas que dans nos partenaires on ait ça. Après, on a toujours la possibilité, de faire le point sur l'état de santé physique, psychologique du salarié lors des différentes visites. Si après il y a vraiment À besoin, notre niveau, on a, on on a on une on a psychologue, une ouais. psychologue, voilà, on a une Ah psychologue ouais. du travail. Mmh. Alors, Mmh. je sais pas si elle mène des entretiens de manière téléphonique, je crois qu'elle préfère le présentiel quand même. Hem, mais on a, voilà, on a la chance d'avoir une psychologue du travail, chez nous. Donc si après il y a un besoin toujours en lien santé-travail, elle peut pas se substituer à la médecine de ville, enfin à la psychologie de ville, Une psychologie clinique de voilà, ville, ouais. clinique de ville, mais il y a la possibilité pour nous, en tout cas en lien santé-travail, de la mobiliser. D'apporter une aide, ouais. Ensuite, on a: «Les entreprises ont-elles obligation d'adaptation pour la reprise?» Bah, tant que c'est possible, je dirais que oui. Bah oui. Oui. En général, la reprise, se fait de toute manière par la visite, du médecin ou d'un infirmier puisque maintenant c'est des légales. Donc Ouais, la ouais, visite bah, de reprise l'équipe était médicale, par l'équipe, infirmier, faite par médecin, l'équipe ouais. médicale. C'est le médecin qui va prononcer des adaptations du poste de travail
Et après, si les adaptations peuvent être mises en place, elles sont mises en place. Si elles ne peuvent pas être mises en place, Bah, le but étant de maintenir en emploi. ouais, de maintenir en emploi, d'éviter l'inaptitude et qui va conduire au licenciement par la suite. Donc, oui, le but, c'est quand même de maintenir en emploi, donc d'adapter le poste. Ça se fait toujours de toute façon en concertation avec l'employeur. Hein, Pouvez-vous répondre par écrit à la question d'adaptation SVP? Oui. Bah, dès que le webinaire sera terminé, je répondrai à la question, je ferai un petit récap. Je ferai un petit récap là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais vous aviez des questions a posteriori, il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec le service, santé-travail APST. Normalement, dans vos portails employeurs, si vous êtes, adhérent chez nous, vous aurez l'intégralité des numéros, une nouvelle pour question. nous contacter. Quid après un éventuel arrêt de longue durée, 3 ans, à quel moment déclencher une visite? Bah, la visite de pré-reprise se fait toujours en arrêt. Si on sait que le salarié va reprendre son emploi, on peut déclencher la visite de pré-reprise, pardon. Reprise, ouais. La visite de reprise, elle, se fait dans un délai de 8 10 jours après la reprise. après la reprise. Mais après, le plus tôt reste le mieux si on sait que le salarié va reprendre. Mais après un arrêt de longue durée comme ça, il faut envisager d'abord une visite de pré-reprise pour voir justement quel est l'état de santé du salarié, quelles sont ses capacités résiduelles. Il faut pouvoir échanger avec l'employeur aussi pour voir qu'est-ce qui est devenu le poste. Parce que j'imagine qu'en 3 ans, est-ce qu'il y a eu un remplaçant? Est-ce que le poste a été modifié? Donc, ça se fait en concertation, voir si le salarié veut reprendre, dans quelles conditions, si l'employeur peut lui restituer son poste ou une partie du poste ou lui trouver un autre poste. Enfin, voilà, quoi. Là, c'est vraiment du cas par cas. Le déclenchement se fait dès qu'on sait que le salarié va revenir sur son poste. Le plus tôt reste le mieux puisque ça nous laisse Faut anticiper. Hein. une plus grande marge de temps pour intervenir, réfléchir en équipe pluridisciplinaire à comment favoriser le retour à l'emploi. Puisqu'effectivement, il peut y avoir plein de modifications en termes technologiques, de moyens, de postes, de restructuration, d'organisation. Enfin, voilà, c'est très, très, très varié. Mais après, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le service santé-travail de toute manière pour exposer la situation. Les équipes pluri vous répondront après, ouais, vraiment au cas par cas en fonction de la situation du salarié. Mais les visites de pré-reprise se font le plus tôt possible et la reprise, dans les 8 jours après la reprise du poste. Et là, on parle des salariés, mais pour les entrepreneurs, hein, donc les chefs d'entreprise, il y a aussi un réseau que je peux vous donner, parce que tout le monde peut être touché, hein, y compris les entrepreneurs. Donc, il y a un dispositif qui s'appelle Cancer Aide Info Réseau Entrepreneur. Donc, c'est un dispositif qui est dédié aux entrepreneurs, travailleurs indépendants. À quel moment une personne développant un cancer est déclarée RQTH? C'est Il n'y a pas de moment. Donc, il faut que le salarié fasse la demande. Ça passe en commission, c'est la MDPH, hein, Maison départementale des personnes handicapées, qui décide. Hein, il y a un conseil médical. Et le statut de RQTH n'est pas. Enfin, le salarié qui a ce statut peut le garder envers lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcé de le déclarer à son employeur ou à qui que ce soit d'ailleurs. Mais il n'y a pas de moment, c'est par rapport à son dossier médical, si, selon ses capacités résiduelles, s'il a une gêne, selon le traitement. Un diabétique peut être RQTH, quelqu'un qui a une déficience visuelle, une déficience auditive, voilà. Donc il faut savoir que le statut de travailleur handicapé, il y a 82% des travailleurs handicapés qui ont une RQTH, donc, qui ont un handicap invisible. Hein, donc, l'image du travailleur handicapé en fauteuil roulant, ou de la personne handicapée, pardon, en fauteuil roulant, c'est
c'est fini ça. Donc voilà. Nous, on le voit au travers de nos visites, on a certains salariés qui sont en possession d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais qui ne le contextualisent pas, auprès de l'employeur. Donc après, c'est pour enfin, nous, notre mission, c'est aussi de veiller à son état de santé sur l'instant T et de faire le point avec lui sur la nécessité ou sur le conseil, d'en faire part à l'employeur, toujours en lien avec sa volonté à lui, hein. Mais Moi, je les incite à déclarer le RQTH à l'employeur, de façon à ce que l'employeur rentre dans les 6% de masse salariale et pas de cotisation à payer, quoi. Question. non. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Ah super, merci à vous 2, c'était très clair comme toujours. Eh ben, merci à vous. Si. Donc, après, je sais pas. Il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, écoutez, on reste, enfin, la PST reste disponible si vous aviez besoin. Je vais répondre à la question du coup par écrit comme, mentionné un petit peu plus haut. C'était pour quelle question? Pouvez-vous répondre par écrit à la question d'adaptation? Donc je vais y répondre et je vous réinvite, si vous souhaitez laisser votre avis, à cliquer sur le lien que Nina Villa a déposé à 11h, dans cette conversation. Ça nous permet d'améliorer la qualité de nos services. Donc, il ne faut pas hésiter à remplir le petit Et questionnaire. on vous mettra dans la réponse les liens dont je vous ai parlé. Charte cancer Ouais, et OK. emploi, les gelées, la mots et attitudes face à la maladie, 5 récits. Donc ça peut être diffusé, c'est d'accès libre et public, hein. Donc ça peut être diffusé même dans les entreprises face au questionnement des collègues Mmh. quand ils ont un collègue qui est atteint de cancer ou etc. Et, on mettra aussi pour les entrepreneurs. Voilà, donc on pourra mettre des liens. Mmh. Et ben, on vous prépare tout ça. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée à vous, bon courage.